Je vous propose sans tarder de passer au deuxième point de l'ordre du jour qui a trait au bilan de la concertation et à l'arrêt, qui n'est pas la validation, du projet de révision générale du plan local d'urbanisme de notre commune. Un mot rapide, à la suite de quoi je passerai la parole à M. Sabatier, premier adjoint en charge de l'aménagement, puis à M. Florent Jurado du cabinet Urban Project pour les éléments plus techniques. Donc je vous rappelle simplement à mon niveau que le PLU est la clé de voûte du projet communal, le principal outil pour planifier le développement de la ville à 10 ans. C'est donc un document important. Le PLU actuel date de 2008. Donc il est largement temps de le revoir de fond en comble en intégrant les priorités et les contraintes de notre époque. Il y avait eu une tentative de relancer la révision du PLU en 2013, mais bon, ça ne s'est pas fait. Vous avez reçu un projet de délibération qui retrace la concertation et qui présente le contenu du projet. Les documents représentent un volume considérable, plus de 1200 pages. Ils ont été tenus à votre disposition, ils sont là. Bon, 1200 pages, c'est une somme, hein. On est au-delà de la thèse, là. Voilà, donc je dirais simplement, pour terminer, avant de donner la parole à M. Sabatier, que cette révision du PLU est à la fois, dans sa consistance et sa philosophie, en concordance avec le projet de ville de la commune, tel que nous l'avons conçu, mis en œuvre à partir de 2020, mais que de toute façon, même s'il n'était pas en conformité absolue, il faudrait quand même avancer dans ce sens, étant donné que, vous le savez certainement, les communes aujourd'hui sont sous contrainte avec le zéro artificialisation qui arrive au grand galop, la loi SRU, la loi climat et résilience, le schéma de cohésion territoriale de la région du territoire du Cœur d'Hérault, schéma de cohésion territoriale, le SCOT, qui a été arrêté lui aussi, et qui sera validé prochainement, du moins nous l'espérons. Et donc c'est bien dans ce cadre qu'il faut se situer, le contexte législatif, les lois de référence, la démarche qui consiste à arrêter la pénétration urbanistique du foncier, et le zéro artificialisation qui en est la traduction. Donc je passe sans tarder la parole à M. Jean-Marie Sabatier. Bien, merci, bonsoir à tous. La révision du PLU, un petit rappel historique, c'est quand même un parcours de longue haleine puisque le PLU actuel date de 2008. La prescription a débuté en 2013. Donc on est là sous la mandature de M. Cazorla. Un débat sur le programme d'aménagement de développement durable, le PADD, en septembre 2018, mandature M. Ruiz. Plus rien. Mise en sommeil pour valider le PLU. À notre arrivée, nous avons relancé cette révision avec 3 nouveaux débats sur le PADD, dont le dernier en juin 2022, 4 réunions techniques avec la DDTM, la dernière le 10 mai 2023, et aujourd'hui, l'étape suivante qui est l'arrêt du projet de PLU par délibération du conseil municipal ici réuni. Donc, monsieur le maire en a un peu parlé, mais je repose le contexte juridique. Le principe, une limitation imposée des extensions urbaines. Les tendances législatives affirmées, essentiellement sur 4 lois, la loi SRU, loi ALUR, loi de Grenelle et loi climat et résilience. L'objectif de ces
loi et de ce contexte juridique est de favoriser la densification et de reconstruire la ville sur la ville. Aujourd'hui, l'imposition de 35 logements à l'hectare sur les extensions. Je replace le principe de zéro artificialisation nette, le ZAN. Réduire la consommation d'espace observée sur la période 2011 à 2020. Donc pour Clermont, sur cette période 2011 à 2020, 111 hectares ont été consommés, dans l'objectif de réduire 50% sur la période 2020 à 2030. Puis une diminution progressive pour arriver à aucune extension à partir de 2050. Zéro artificialisation nette. Donc on recherche une compatibilité avec le schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire d'Occitanie, le SRADEC. Une compatibilité, comme le disait M. le maire, avec le SCOT du Cœur d'Hérault. Et nous devons tenir à démontrer que le PLU proposé respecte les normes supérieures. La philosophie de ce PLU et de l'action municipale. Un objectif, revitaliser le centre-ville. Donc ça correspond à ce que nous voulions. Donc pour ça, un coup de frein à l'étalement urbain, positionner les extensions en greffe directe du centre-ville, valorisation du patrimoine et des espaces du centre-ville, amélioration de l'habitat et le renouvellement urbain, soutien au commerce et à l'économie, développement des équipements et des services à la population. Les principales données chiffrées pour pouvoir construire ce PLU aujourd'hui en 2023. Une croissance démographique mesurée, maximum 1,5% par an, ce qui nous amènerait à 11 200 habitants en 2032. Produire 1334 logements sur la période 2018-2032. Le T0 est positionné à 2018. Tout ce qui s'est construit entre 2018 et aujourd'hui, le 2023, où on va arrêter le PLU, et décembre, où on va le valider, j'espère, se déduit de ce que nous avons à consommer. Donc, 1334 logements sur la période 2018-2032. Donc, 601 logements dans l'enveloppe urbaine existante. Renouvellement, densification ou comblement de dents creuses. Dont 733 logements en extension urbaine. Dans les données chiffrées pour ce PLU qu'on construit aujourd'hui, 10% seulement de logements sociaux compte tenu du stock existant. Près de 18% du parc à ce jour. Donc on est descendu à 10% de logements sociaux sur les projets. Les extensions urbaines autorisées, 31 hectares et demi, dont 26,4 hectares pour du logement, dont 1,2 hectares pour de l'activité économique, dont 3 hectares et demi pour des équipements et des infrastructures, et donc, 0,4 hectares pour du tourisme. Je vais l'arrêter. Le calendrier, je ne sais pas où il est. Bon, tant pis, désolé, il va s'arrêter. Le calendrier, aujourd'hui, 24 mai 2023, nous vous proposons d'arrêter le projet PLU par délibération de ce conseil municipal. Juin, juillet, août 2023, c'est la phase de consultation des personnes publiques associées. Septembre, octobre, novembre, c'est la préparation et le déroulement et conclusion de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur sera désigné à ce moment-là. Décembre 23, approbation du PLU. Et janvier 2024, entrée en vigueur du nouveau PLU. Merci. Bien, merci M. Sabatier. Alors il y aura un débat, bien entendu. Je vais passer la parole pour la complétude du dossier à M. Jurado du cabinet Urban Project pour quelques éléments plus techniques. Bonsoir à tous. Merci M. Sabatier pour les éléments de présentation. Vous avez abordé on va dire le parcours du combattant pour arriver
pour arriver à un document qui réponde aux attentes juridiques et aux attentes de tous les acteurs. On va dire que le sujet s'est accéléré à partir de 2022, et notamment pardon, dans la rentrée de Clermont-Lérault, dans la politique de petite ville de demain, qui a permis d'acter les grandes lignes et les grands sujets. À partir de là, on a affirmé les besoins liés à la petite ville de demain, l'ORT, il y a la loi climat résilience qui est arrivée, le SCOT qui a pris forme, les projets relatifs au Salagou aussi qui ont commencé à être discutés à partir de 2022. Et ensuite, on a continué ce travail-là avec une présentation en conseil municipal. Hein. J'étais présent lorsque vous avez débattu du PADD. On a travaillé avec la DDTM, la sous-préfecture, avec le sous-préfet qui s'est un peu emparé du sujet au regard, je pense, de l'importance qu'il considère que prend Clermont-Lérault sur le territoire. C'est clairement pas sur tous les PLU que j'ai ce niveau d'acteurs-là qui se mobilise. En début d'année, on s'est revu à nouveau en sous-préfecture pour parler des besoins liés au développement autour du Salagou, et notamment la base de loisirs, voir comment on pouvait intégrer ces sujets-là dans le PLU en cours de travail. Et on a continué sur mars et mai à travailler avec les personnes publiques associées. Réunion de travail le 8 mars où on a eu quasiment toutes les personnes publiques associées qui étaient présentes dans cette salle. On a revu en mai la DDTM et le sous-préfet spécifiquement pour leur présenter la reprise des documents dans les arbitrages qu'ils nous ont demandé de faire, et dont certains éléments que je vous présenterai par la suite. Le 11 mai, Monsieur le maire a présenté en conférence des maires à la communauté de communes, avec Monsieur Sabatier, les grandes lignes du projet de PLU aux élus conseillers communautaires. Et ça nous amène aujourd'hui sur l'étape de l'arrêt, qui est une étape structurante pour passer dans les phases administratives. Je ne reviens pas sur le PADD. On en a pas mal discuté sur les dernières étapes. Si besoin, on pourra s'appuyer sur le support existant. Pour préciser les propos de M. Sabatier sur le fameux T0 de 2018, pour rappeler à tous, en fait, c'est le schéma de cohérence territoriale qui a fixé cette règle-là. Alors le SCOT, il donne des enveloppes de production de logements, de consommation d'espace, de développement. Et sous pression des services administratifs, et pour aussi mettre un frein sur la consommation d'espace du pays cœur d'Hérault au sens large, c'est pas lié à Clermont-Lérault spécifiquement, mais il faut savoir que la DDTM, quand l'État a mis en place un observatoire de la consommation d'espace, et là où la DDTM de l'Hérault pensait que c'était le Grand Pic Saint-Loup qui consommait le plus, en fait, elle s'est rendue compte qu'au regard de la consommation par rapport à la production de logements, c'était le pays cœur d'Hérault qui était le plus consommateur des territoires du département. Donc voilà, il y a eu un petit tour de vis supplémentaire qui a été mis dans la production des documents cadres, et on subit un peu ces éléments-là. Donc ce T0 2018, alors c'est très particulier même pour nous qui sommes baignés dans le sujet au quotidien. C'est-à-dire on fixe une règle, on donne une enveloppe de consommation d'espace, de production de logement, qui va s'appliquer cette année, puisque le SCOT il va être approuvé en juillet. Mais en fait, on vient prendre en compte tout ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, alors qu'on ne connaissait pas la règle du jeu. Voilà. Donc, on voit qu'on subit des coups partis. Voilà, si en 2018 la règle du jeu avait été connue, je pense qu'il y aurait eu certaines orientations différemment prises. Mais on a été obligé de tout réanalyser vraiment dans le détail. Et donc, dans le document, on retrouve en fait l'état en noir. On a délimité vraiment l'enveloppe urbaine arrêtée en 2018. Voilà, avec des règles édictées sur comment définir l'enveloppe urbaine. Et à partir de ce trait, on a regardé tout ce qui s'est passé en dehors de ce trait.
Et la demande, c'était d'avoir un développement équilibré à terme entre ce qui va se faire en dehors du trait et ce qui va se faire à l'intérieur du trait de cette enveloppe urbaine. Donc ça a été le gros travail, et je peux vous dire que ça a été scruté à la loupe, même quand des fois, nous, en cartographie, le trait, on se dit, tiens, là, il y a un peu d'interprétation, on va jouer le trait un peu en faveur de la commune. On a été clairement repris derrière en réunion de travail, dire là, vous avez été un peu laxiste, reprenez-nous le trait, etc. Donc avec un regard très, très acéré des services. À partir de cette enveloppe-là, les objectifs chiffrés que M. Sabatier a rappelés, on va dire on y reviendra après dans la compatibilité Scott, mais l'élément majeur à retenir, c'est surtout le nombre de logements à produire, 1334. En gros, c'est grosso modo 1400 sur 2018-2040, et à peu près 27 hectares de consommation autorisée pour l'habitat sur 2018-2040. Voilà. Le pas de temps sur le Scott, il est plus lointain que le PLU à horizon fin 2032. Et c'est à partir de ces chiffres-là que les techniciens de la commune, que les élus et nous-mêmes au milieu de tout ça vont essayer de travailler le projet de PLU en cohérence avec la politique portée par la mairie, à savoir prioriser le centre-ville, prioriser des extensions urbaines qui peuvent nourrir la politique de centre-ville, et ensuite aussi tenir compte, quand on parlait des coûts partis, il y a des PAE qui ont été montés, Fontenay, Larnay, Servières, où la collectivité a investi de l'argent dans la mise en œuvre du programme des équipements publics, et où il y a des secteurs urbanisables encore existants en greffe sur ces voiries et ces réseaux, et où il était compliqué de venir stopper cet élément-là, puisque ça aurait fait un manque à gagner pour la collectivité, et donc un déficit dans les finances publiques qui aurait dû être porté par la fiscalité locale, et c'était clairement pas le choix. Au regard de ces éléments-là, des enjeux portés dans le PADD, je vais pas les rappeler dans leur globalité, mais on parlait préservation de certains espaces naturels, de forts enjeux. Hein. On est en site Natura 2000 sur toute la partie ouest du territoire communal, hein, une fois qu'on bascule de l'autre côté du centre-ville. Des sites à enjeux de biodiversité avérés, clairement. Des enjeux paysagers de coteaux sur les différents Puech Gorgeant, Puech Castel, pour ne citer que, et des transitions paysagères lorsqu'on se rend en direction du Salagou, avec des enjeux de préservation de ces trames paysagères extrêmement stratégiques pour le territoire. Et petit à petit, tous ces éléments-là ont permis de créer la couture du projet de zonage. Alors sur le projet de zonage, on va dire planche par planche, on va essayer de voir un peu les enjeux principaux. Sur l'espace, est-ce que vous voyez? Ouais, à peu près. On voit le pointeur bouger. Donc on a l'espace centre-ville. On a l'espace centre-ville et l'espace équipement. Alors en matière d'équipement, préservation du projet structurant sur les stagnols, avec maintien d'une petite enveloppe foncière pour des besoins en équipement sportif liés à l'existant. C'est vraiment l'élément majeur en matière d'équipement sportif. Il y a une petite zone en projet pour accueillir un crématorium à l'échelle du territoire. Donc un projet porté par la mairie. La crémation est une pratique qui s'est fortement développée sur les dernières années. Et pour les habitants du cœur d'Hérault, on va dire même élargi, cœur d'Hérault, Nord-Hérault, on est obligé de se rendre soit à Montpellier, et alors je l'ai rédigé mais je ne veux pas dire de bêtises, l'autre crématorium il est à Béziers, hein, c'est ça. Voilà, 7. Voilà. Donc avec quand même des distances importantes pour les habitants, et la volonté c'est de pouvoir offrir cet équipement-là au territoire. Ensuite, en matière de développement urbain, les traits ont dû être arrêtés au plus proche des espaces denses et desservis par les réseaux, ce qui a emmené sur cette planche-là en visibilité des déclassements d'urbanisation sur le coteau du Puech Gorgeant et sur le coteau du Puech Castel.
Sur ce côté, on va dire obligation de déclassement d'espaces qui étaient constructibles dans le PLU actuel et d'espaces qui ne le seront plus dans le PLU en révision. Il faut rappeler un contexte majeur. Outre ce qu'on a précisé, le SCOT, les consommations d'espace, les enjeux environnementaux et paysagers, il faut avoir à l'esprit que le législateur, avec la loi SRU, a supprimé la possibilité de réglementer la taille minimale des parcelles. C'est un élément majeur qu'on subit sur tous nos PLU, c'est-à-dire que tous les secteurs où, à l'époque des POS et des premiers PLU, on a développé ce qu'on peut appeler pour le commun des mortels, on parlait de zones à 5000, zones à 10 000. Il fallait 5000 m² ou 1 hectare pour avoir le droit de construire une habitation. Ça a permis aux collectivités d'accepter, d'ouvrir certaines zones où on se disait, bon, on va avoir quelques logements qui vont pouvoir prendre place dans des secteurs un peu reculés. On est en assainissement individuel, mais on a encore la capacité financière de tirer une voirie, des réseaux. Et les gens, sous couvert d'avoir 5000 m², 8000, 10 000, ils pourront mettre une maison. Cette disposition-là a disparu. Donc aujourd'hui, sur toute zone qui serait maintenue en zone U ou AU, on ne peut plus réglementer cette taille-là. Et même pire, le SCOT nous impose de travailler 35 logements à l'hectare sur les espaces densifiables. Ce qui veut dire que dans un quartier, alors on va prendre le Piège-Castel, si on laissait à urbaniser les parcelles existantes ainsi que les dents creuses encore présentes, on aurait dû imposer que tout projet d'urbanisation se fasse avec 35 logements à l'hectare. Voilà. Donc ça se confronte à plusieurs problématiques. Problématiques de réseau, qui n'ont pas été anticipées pour, problématiques de paysage, problématiques de voisinage. On est sur des tissus où les gens ont des très grands terrains, avec une certaine qualité de vie, et voir arriver du 35 logements à l'hectare. 35 logements à l'hectare, pour le respecter, c'est des maisons en bande, c'est du petit collectif. Voilà, on ne rentre pas de la maison individuelle, même avec des parcelles de 400 m². Donc avec vraiment cette complexité, cette confrontation de politique urbaine, et avec le fait que si on positionnait de la production de logements sur ces espaces-là, de coteaux dans un tissu lâche, c'était autant de capacité de production de logements et d'hectares qui étaient en réduction d'autres secteurs qui auraient pu être portés par la collectivité avec une vraie participation financière aux équipements, avec un projet urbain structurant et en grève directe avec le centre-ville. Donc voilà, on a été confronté en permanence avec cette jauge de dire jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut maintenir, qu'est-ce qu'on ne peut pas maintenir. Et c'était un exercice voilà, compliqué dans les arbitrages et qui s'est fait au fil du temps et avec des règles qui se sont renforcées au fil des années de la production du PLU. Donc là, on voit un peu ces arbitrages-là qu'on a dû effectuer, surtout sur le Piège-Castel et Piège-Gorgean, en matière de réduction des enveloppes urbanisables. Sur la partie Salamane, ça ne bouge pas. Logement interdit dans toutes les zones d'activité. Commerce de détail interdit également. Il y avait des élus communautaires qui ont dit c'est quand même dommage si on ne peut pas mettre un restaurant ou autre. Voilà, le président de la communauté de communes a rappelé, si on l'a traduit comme ça, c'est pas pour rien, il a rappelé que dans tous les cas aujourd'hui, les services de l'État ne laisseraient plus passer du commerce de détail dans la Salamane parce que en concurrence avec ce qui peut exister au Tanbas et surtout ce qui existe au centre-ville. Donc voilà, aujourd'hui sur ce secteur-là, quelque chose d'assez gelé. Sur la sortie de ville, route du lac et direction des Bories et direction le lac. Là aussi, des arbitrages assez forts qui ont dû être opérés. Dès qu'on rentre sur du tissu lâche et dès qu'on est sur des secteurs d'assainissement autonome et des tissus lâches et non desservis par les réseaux, il y a eu un déclassement qui a dû être opéré, puisque les potentiels de densification et de production de logements en division parcellaire sont extrêmement conséquents sur ces secteurs-là et ne permettent pas de respecter les objectifs du SCOT dans leur prise en considération.
Sur le secteur Servières-Arnais, un petit peu dans le même constat, des arbitrages qui ont dû être faits. Alors des zones maintenues sur les franges, mais qui elles sont des coups partis, hein, c'est des permis d'aménager déjà obtenus, déjà en cours d'élaboration. On a une dent creuse à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, on le verra tout à l'heure, qui reste urbanisable, et un secteur qui était voué à l'urbanisation, qu'on avait projeté dans les premières versions de PLU comme un secteur potentiellement en développement, qui a dû être reclassé aussi, puisque trop consommateur d'espace par rapport aux enveloppes qui nous sont allouées. On voit même qu'à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, c'est urbanisé tout autour, mais on est venu déclasser des secteurs de 5000 m², de 1 hectare, qu'on n'arrivait pas à justifier au regard des objectifs chiffrés. Donc grosso modo, on s'arrête vraiment sur l'existant, et il n'y a plus d'extension potentielle sur ces secteurs-là. Sur Fontainebleau, on arrête aussi les dernières opérations autorisées qui sont passées, et ensuite on s'arrête sur le long de la voirie, où il y a le PAE et les financements des équipements portés par la collectivité, mais pas plus en matière de développement urbain. Sur le secteur Tannbasse-Cavalerie, les Tannbasses maintenus quasiment dans leur enveloppe existante, avec une petite extension sur une parcelle d'1,5 hectare, merci monsieur le maire, qui est desservie, positionnée assez stratégiquement pour accueillir une entreprise un petit peu ambitieuse à l'échelle du territoire. Une urbanisation sur cette partie-là qui doit s'arrêter au niveau de la route départementale. Les secteurs direction route de Nébian, des anciennes réserves foncières qui avaient été positionnées, qui ne peuvent pas être maintenues, et un secteur d'anciens tissus assez lâches, pareil sur la route de Nébian, qui ne peut pas être maintenu non plus dans les secteurs urbanisés. Donc ça vient se concentrer entre les dernières limites du coteau du Piège-Gorgeant et les 2 routes départementales, sur l'opération phare en greffe avec le centre-ville portée par la collectivité, dit le secteur de la cavalerie, pour lequel je pense, entre les réunions publiques sur la ZAC et PLU, voilà, tout le monde, je pense, maîtrise bien le programme et ce qui est envisagé. Sur le secteur du Salagou, le PLU vient entériner déjà les projets engagés. Donc on a un zonage spécifique pour le camping et pour la maison de site qui a un permis qui est en cours d'instruction et qui va être enclenché incessamment sous peu. Et ensuite, on retrouve un zonage spécifique sur le bord du lac, puisqu'il faut savoir que, alors on n'est pas frappé de la loi montagne, mais le bord du lac, du fait qu'il y ait une commune autour du lac qui soit frappée de la loi montagne, on rentre dans des dispositions législatives assez spécifiques sur lesquelles on ne peut pas travailler comme on veut. Mais le code de l'urbanisme prévoit le fait qu'on peut prévoir des usages liés aux activités nautiques, aux activités de plein air. Donc un sous-zonage spécifique a été mis en place pour permettre à la communauté de communes et au département de porter des projets de structuration et de requalification, de redynamisation de la base de loisirs, et également des pratiques liées au windsurf existantes sur la plage de l'Ariole, en face de la plage de l'Ariole. Ah oui, en face de la base de loisirs. Oui, tout à fait. On va dire en miroir. On a la base de loisirs de ce côté-là et la plage, les pratiques windsurf qui se retrouvent de ce côté-là. Donc ça a pu être intégré avec des échanges avec les services de l'État sur la volonté à terme de pouvoir offrir de l'hébergement qui se rattacherait à des événements ou des stages de pratique de sport de pleine nature pour pouvoir avoir un hébergement vraiment sur place au niveau de la base de loisirs. Il y a des éléments qui ont été réintégrés dans le PADD pour permettre à terme, avec une certaine facilité, d'adapter le PLU dès qu'un projet un peu avancé, structurant et affirmé pourra être présenté au service de l'État et aux différentes commissions qui pourront instruire le dossier.
En matière d'évolution du PLU, c'est là où voilà, c'est assez flagrant. Pour pouvoir être compatible avec le SCOT, on a dû faire évoluer le PLU, et avec un bénéfice, on va dire, à l'avantage des zones agricoles et naturelles, équivalent à 211 hectares de basculement de zone U ou AU en catégorie de zone A et N, ce qui a été un effort obligatoire pour pouvoir sortir le PLU, mais drastique dans la mise en œuvre du document. On reviendra après sur la cohérence des objectifs chiffrés avec le SCOT. Je développe rapidement les OAP. Donc les OAP, ce qu'on appelle une orientation d'aménagement et de programmation, c'est des petites précisions sur des secteurs un peu spécifiques du territoire, obligatoires sur les zones à urbaniser, AU, pas encore développées, et qu'on peut mettre en œuvre aussi sur d'autres secteurs du territoire. Alors on retrouve l'OAP sur le secteur de la cavalerie, qui permet de préciser les premières intentions de projet, mais aussi d'entériner le programme. On est sur 620 logements sur ce secteur-là, au regard des densités imposées, et on a les intentions déjà de grandes lignes paysagères, du parc hydraulique, des traitements végétaux, des franges et des cheminements doux, et surtout de la greffe avec le centre-ville, avec le réaménagement de l'ancienne voie ferrée. En lien avec la politique de centre-ville, il faut savoir que ce projet est phasé en 4 phases. C'est inscrit réglementairement, que chaque phase doit être aboutie à un niveau de 80% en matière de livraison des logements pour passer à la phase suivante, et que l'objectif, c'est que le projet se développe petit à petit dans le temps, sur minimum une dizaine d'années, afin qu'il ne soit pas en concurrence dans les premiers temps avec tout ce que vous portez sur la dynamisation du centre-ville et la remise en marché de logements qui vont arriver sur le centre-ville. C'est vraiment important. Et on a aussi entériné le principe qui juridiquement a déjà trouvé sens à travers la convention signée avec l'opérateur qui s'occupe de la cavalerie en délégation de maîtrise d'ouvrage. Et cette convention précise que sur 3 macro-lots collectifs, les promoteurs qui auront à charge un macro-lot collectif dans la ZAC devront en parallèle obligatoirement s'engager à travailler sur un macro-lot ou un bâtiment en centre-ville à réhabiliter. C'est aussi un élément qu'on a entériné à l'intérieur du PLU. Sur le secteur de l'Estagnol, ça rappelle simplement les grands enjeux de développement de la plaine et de l'existant. Ce n'est pas très bouleversant. Sur le secteur Fontainebleau, on parlait du PAE. Donc tous les lotissements qui ont pris place le long de la rue de Fontainebleau se sont greffés sur ce PAE, avec une fiscalité renforcée par rapport à la taxe d'aménagement, en lien avec les investissements portés par votre collectivité. On vient surtout imposer la densité que le SCOT nous oblige, 35 logements à l'hectare, et imposer aussi des traitements paysagers pour qu'il y ait quand même plus d'éléments de transition végétale que ce qui a pu se faire par le passé, aussi bien avec les espaces naturels qu'avec les espaces urbains. On a ensuite un secteur servière, où de base, il n'y avait pas d'orientation d'aménagement et de programmation prévue. Et là, on vient se frapper à ce qu'on exposait, ce que j'exposais tout à l'heure. On est sur servière, secteur Larnais, on est sur des opérations récentes qui sont denses, avec des opérations de lotissement, mais avec plutôt des petites parcelles. Et au milieu de ces petites parcelles, on a 5-6 très grandes parcelles, de plus de 5000 m², ainsi qu'une dent creuse, qu'on avait identifiée en capacité de densification, mais que dans les premiers travaux, on avait annoncé, oui, elles peuvent se diviser en 2-3 logements chacune, densification assez souple. Voilà. Et là, donc premier projet, on prévoit 14 logements en densification sur ce secteur-là, une vingtaine ici, et on présente ça aux personnes publiques associées, et là, ils nous disent, attendez, le SCOT, il prévoit 35 logements à l'hectare, vous n'êtes pas compatible. Sur ce secteur-là, si vous nous présentez un PLU comme ça, on va vous le retoquer. On veut que pour toute opération d'urbanisation, de division qui se passe sur ce territoire-là, il y ait 35 logements à l'hectare qui soient réalisés. Alors bon, c'est un petit peu moi, j'ai réagi à chaud, on leur dit, mais attendez, on veut bien la densité haute, mais
vous avez vu le tissu, vous avez vu la taille des maisons, c'est pas cohérent. Voilà, et je leur ai dit, même ça va bloquer, les gens vont pas diviser et vendre alors qu'ils ont un terrain sur 5000 ou 7000 mètres carrés pour qu'un opérateur fasse 35 logements à l'hectare. Donc même si on divise 5000 mètres carrés, qu'on en garde 2000 pour sa maison, ça veut dire qu'à côté de soi, on va avoir un projet de 20 logements qui va devoir sortir. Voilà. Ils ont dit, bah écoutez, c'est la règle prévue par le SCOT, on vous impose de le faire. Si ça gèle les possibilités de densification, on verra si à terme le SCOT évolue et si la règle peut s'assouplir. Mais aujourd'hui, la règle est telle et on vous demande de l'appliquer. Donc voilà, on a été confronté à ces évolutions-là. Et c'était des choses voilà, qu'on n'avait pas obligatoirement anticipées. On avait dit, OK, 35 logements à l'hectare, bon, sur Fontainebleau, c'est un peu dense, mais c'est une opération neuve, ça peut se mettre en place plutôt facilement. Sur la cavalerie, il n'y a pas de souci, mais sur des secteurs comme ça, on n'imaginait pas aller jusqu'à ces densités-là, mais on nous l'impose pour respecter le SCOT. On a ensuite fait une OAP aussi sur le secteur Salagou, à la demande des services de l'État, quand on a échangé sur le sujet en sous-préfecture. Voilà. Ils voulaient surtout qu'on rappelle les principes de traitement paysager intégrés dans le permis d'aménager du camping. Voilà, ça a surtout cette vocation-là. Sur le logement social, je ne reviens pas, M. Sabatier l'a exposé. Dans l'ancien PLU, les opérations étaient soumises à 20% de logement social. Le SCOT impose une production de logement social sur toutes les centralités, Clermont en faisant partie. Mais en fait, Clermont-Lérault voilà, répond déjà à quasiment le double des obligations que prévoit le SCOT. Donc l'idée aussi, c'est que les autres centralités prennent un peu leur part et leur responsabilité. Ça ne veut pas dire que le chiffre est tombé à zéro. Il y a quand même la volonté de pouvoir offrir des logements abordables pour tous, mais pas sur 20%, sur 10%. Les objectifs chiffrés ont été rappelés. Les 1334 logements prévus sur 2018-2032 pour 1469 prévus au SCOT à horizon 2040. Sur les objectifs 50% à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, 50% à l'extérieur, on doit être compatible. On a essayé de s'en rapprocher au mieux. On est à 42%, 58%. On subit les coûts partis non maîtrisés de 2018 à aujourd'hui. Voilà, donc on a fait au mieux. Et là, vous avez la cohérence en matière de surface par rapport au SCOT. Donc pour l'habitation, le SCOT offrait 11 hectares en densification, 27 hectares en extension. Le PLU prévu est venu tirer au maximum sur l'enveloppe offerte à horizon 2040 avec 10 hectares et 26 hectares et demi. Ce qui veut dire qu'à partir de 2023, il restera quasiment plus rien en matière de développement en extension et que tout se fera sur du renouvellement urbain si telle est la volonté. Pour l'activité, le SCOT prévoit sur Clermont-Lérault un certain nombre d'hectares. Aujourd'hui, rien n'est encore entériné avec la communauté de communes qui a la compétence développement économique et zone d'activité sur les secteurs, sur combien, quel est le besoin à horizon long terme. Il y a 1,2 hectares qui ont été mis en extension des tannes basses, ce qui veut dire qu'il reste une enveloppe de 19 hectares à travailler pour le développement économique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre 2023 pour les mettre en œuvre. Voilà. S'il y a un projet intercommunal structurant que vous travaillez avec fin 2032, on pourra adapter le PLU. Voilà, mais en tout cas, il y a cette enveloppe-là qui est prévue, positionnée pour la centralité qui est Clermont-Lérault. En matière d'équipement et d'infrastructure, l'enveloppe est de 15 hectares. On est à 3,5 positionnés, sachant qu'après, à terme, dans la mise en œuvre, s'il y a l'échangeur nord, il viendra consommer de l'espace et il se rajoutera à ces éléments-là. Et pour le tourisme, il y a 14,4 hectares à l'échelle de la communauté de communes. Et là, sur Clermont-Lérault, il y a juste 4000 m² positionnés pour du petit hébergement voilà, à l'intérieur du tissu. Mais voilà, il n'y a pas de consommation particulière. Et en matière de calendrier, on se retrouve donc aujourd'hui fin mai pour un arrêt. Et monsieur le maire l'a rappelé, on va avoir 3 mois de consultation des PPA. Une enquête publique qui va se mettre en place en septembre et qui devrait se tenir sur le mois d'octobre.
le commissaire enquêteur qui travaillera son rapport sur le mois de novembre et une approbation espérée avant les fêtes. Voilà, de façon synthétique pour les éléments. On va rétablir la lumière. Lux Fiat. Donc Jean-Marie, et puis vos questions. Bien, donc avant le débat et après la présentation de M. Jurado, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le bilan de la concertation afférente à la révision générale du PLU tel que présenté ci-dessus, d'arrêter le projet de PLU de la ville de Clermont-Lérault tel qu'annexé à la présente délibération, de communiquer pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées conformément aux dispositions des articles L 132-7 à L 132-9 du Code de l'urbanisme, d'autoriser Monsieur le maire ou à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable de la Commission Environnement et Aménagement de l'espace réunie le 10 mai 2023. Merci à M. Jurado, merci Jean-Marie. Y a-t-il des questions? Madame Blau-Poncet. D'accord. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, je trouve qu'il y a des points très positifs par rapport à ce plus. Ce qui m'inquiète le plus par rapport à des points négatifs, c'est évidemment tout ce qui va être la densité urbaine et tout ce qui va donner évidemment lieu à de la pollution, des ressources en eau, déjà difficiles sur la commune, tout ce qui va conforter évidemment tout ce qui est voirie, espace public, les rues actuelles de Clermont. Et je trouvais que donc au niveau d'un plan local d'urbanisme, il faut aussi mettre en place donc évidemment un plan de gestion urbaine avec des financements. Et vu l'état de nos finances et, comme vous disiez tout à l'heure, le contexte actuel au plan national, c'est ce qui m'inquiète le plus. Donc ça, c'était au plan général. Et après, j'ai 3 questions à demander donc, au cabinet d'études par rapport à des points qu'il a soulevés. Bien, merci, Madame Blau-Poncet. Notre politique n'a pas bougé. Elle est immuable depuis 2020. C'est de travailler la ville sur la ville, de réhabiliter le bâti, de revitaliser le commerce sur le cœur de ville, incluant le centre ancien. C'est là que nous devons faire porter des efforts pour densifier la ville. Et nous y sommes engagés d'ailleurs avec... en particulier la signature de la Convention d'opération programmée de l'habitat, avec le département, la communauté de communes. Nous avons à ce titre prévu de réhabiliter 230 logements privés d'ici la fin du mandat. On a signé également la Convention d'opération de revitalisation du territoire. Et donc, cette politique, nous la soutenons activement parce que c'est ça ou rien. Et si ce n'était pas rien, ce serait ça ou bien l'intrusion accélérée dans la nature. Et les lotissements, nous n'en voulons plus à Clermont. C'est très clair. Alors, qu'il y ait des travaux, bien entendu, de renouvellement urbain, d'amélioration des circulations, des trottoirs. On va lancer un plan trottoir à partir de la rentrée. Oui, bien entendu, nous travaillons à la signature du nouveau contrat avec la région, le contrat Bourg-Centre. Donc voilà, notre politique, elle est là, elle est définie, c'est là-dessus que nous avons été élus. Nous voulons que les Clermontais puissent se réapproprier leur ville. Si aujourd'hui, vous allez sur le centre ancien en particulier, vous allez constater d'abord que le château est en train de se découvrir comme un bel ouvrage, alors qu'il était
mangés, ravagés par la nature. Vous voyez que la place du Radical a été rénovée, que les rues adjacentes également, que la maison brûlée a été démolie et qu'on va faire de l'habitat, que nous allons réhabiliter le jardin sans nom, qui est au pied du château, et ainsi de suite. Notre politique, c'est celle-là. Je la connais, votre politique, monsieur le maire. Excusez-moi de vous interrompre. Ah, pardonnez-moi. Non, simplement, je posais la question de l'alimentation en eau potable, de la gestion de la pollution, des pollutions qui vont venir, annexes par rapport à cette densification. C'est tout. Donc, je connais très bien le programme que vous êtes mis en place. Je peux m'interroger sur le fait qu'on fait une révision du PLU, et je suis d'accord sur les points positifs, mais je m'interroge simplement sur l'alimentation en eau potable, puisqu'on a des sources très fragiles, sur la gestion des déchets liquides ou en fin de compte résiduels, sur tout ce qui concerne justement aussi la gestion et les encombrements des voiries. Voilà, donc je me dis que... Voilà. Donc on vous répond notamment sur le ressource en eau. Oui. Alors sur la ressource en eau, dont la compétence est communautaire, un travail partenarial a été mené avec la communauté de communes, avec le service des eaux, qui a produit une note qui s'appelle Note adéquation besoin ressources et qui est en lien avec le schéma directeur d'adduction en eau potable, pas les poteaux incendies, qui est en cours de travail et de finalisation. Ça fait l'objet de plusieurs scénarios de sécurisation de la ressource, ce qui est certain et avéré, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la bonne justification en matière de ressources apportées à l'ARS et au service de l'État, les zones à urbaniser seront gelées, c'est clair et net, et même si elles ne sont pas gelées, le jour où il n'y a plus d'eau, les permis, c'est fini. Voilà, vous êtes sur ce territoire-là, vous le savez bien, c'est en Pays Cœur d'Hérault. Ouais, j'ai travaillé sur le PLU de Saint-Paul-et-Valmal, on l'a approuvé, on a ouvert des zones AU, 0 permis autorisé depuis que le PLU a été approuvé. Voilà, donc, s'il n'y a pas la justification et qu'il n'y a pas d'eau dans les nappes, il n'y aura pas de permis. Et vous pouvez me rappeler peut-être le volume actuel? Je crois qu'on a 2 ou 3 jours simplement, si on a un problème d'eau, par exemple, que la source se tarisse. Non, aujourd'hui, dans les notes produites par la Comcom, ils ne parlent pas de délai de ressources disponibles et combien de jours, ils parlent de besoins en pointe. C'est la seule donnée. En fait, c'est de dire on ne prend même pas la population régulière. La donnée qui doit être justifiée, c'est le besoin en pointe, notamment en période touristique, et au moment où la ressource est la plus basse, juillet-août. Voilà. Là, techniquement, c'est dans les pièces, il y a une annexe sanitaire qui est dédiée à ce sujet-là. Je n'ai pas les chiffres parfaitement en tête, mais ça fait partie des pièces du PLU et c'est indéniable. Voilà. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de permis. C'est catégorique. Aujourd'hui, il n'y a plus débat et c'est extrêmement strict. Sur le reste des sujets, oui. Sur le côté pollution, après, moi, je ne sais pas si... mes propos sont peut-être un peu redondants avec la présentation qui avait été faite sur la cavalerie, mais c'était le choix, c'est de dire... si on doit densifier, si on doit apporter des habitants sur le territoire, on doit le faire où? Les dernières années, les habitants ils sont arrivés dans l'Arnais, dans Servières, un peu avant dans le secteur des Bories. Tous ces gens-là, quand ils vont au travail ou qu'ils ont des besoins, ils prennent leur voiture. Pour venir en ville, ils prennent leur voiture. Pour aller travailler, ils prennent leur voiture. Et ils doivent passer par la rue de la Coutellerie, au pas. On pollue plus quand on est au ralenti. Émissions de gaz à effet de serre en centre-ville, nuisances sonores, dégradation des conditions de vie pour les habitants du centre-ville. Voilà, moi, ça a été le premier élément porté dans ce travail-là, c'est de dire comment rééquilibrer l'apport de population sur la commune. Et la cavalerie, dans le choix de la position, elle vient là, c'est de dire demain, sur 730 création de logements en dehors de l'enveloppe urbaine, il y en a 630 qui sont sur la cavalerie, quasiment 100%. C'est demain, les habitants de la cavalerie, pour aller en centre-ville, ils vont pouvoir y aller à vélo ou à pied. Ça va économiser le fait de créer des nouvelles aires de stationnement dans le centre-ville. Qui dit mobilité douce dit réduction des émissions de gaz à effet de serre et éviter d'engorger les axes routiers du centre-ville. Voilà. Titre
À titre d'exemple, Madame Blau-Poncet, on a programmé de mettre le centre-ville et le centre ancien de Clermont. Quand je dis le centre-ville, c'est la rue du doyen René Gosse, essentiellement, en zone de rencontre avec une circulation limitée à 20 km/h, précisément pour éviter les effets nuisances, pollution, etc. Et j'avais une question aussi sur la cavalerie. Je termine sur la question là. Non, simplement, pour le problème de l'eau, on a les accords de l'Interco qui nous disent vous pouvez avancer, donc on en travaille avec. Et ne pas oublier qu'on a réduit de 211 hectares les zones à urbaniser. D'accord. Si on avait laissé aujourd'hui à continuer à urbaniser 211 hectares, ben là on aurait cherché peut-être de l'eau. Voilà, on est resté vertueux. Merci. Et une seconde question, puisqu'on parle de la cavalerie, vous parliez de réaménagement de la voie ferrée, donc je pense que c'est par rapport à la circulation douce. Donc elle partirait, ce réaménagement, d'où à d'où? Non, mais puisqu'il parle de réaménagement de la voie ferrée par rapport à la cavalerie. C'est de l'esplanade à la ZAC, ça fait partie du périmètre de la concession d'aménagement. C'est-à-dire que c'est prévu à la charge de l'opérateur qui vous accompagne dans la mise en œuvre du projet. Il a la délégation de maîtrise d'ouvrage public pour venir faire les travaux jusqu'au rond-point qui dessert l'esplanade. Et quand vous parlez de macro-lots dans la zone, qui va impacter donc des macro-lots dans la ville, les macro-lots, c'est combien de logements? 100, 50 Ça, aujourd'hui, c'est pas encore défini dans le projet urbain. Quand on parle de macro-lots, c'est un lot où là, c'est pour des logements collectifs. Voilà, c'est pas un lot individuel pour une maison. Donc, à chaque fois, dans la programmation, il y a à peu près la moitié en logement collectif divisé. Il y aura 6-8 macro-lots sur la ZAC. Et après, sur le centre-ville, ça va dépendre de ce qui va ressortir du projet d'OPA. Ça, c'est ce que la collectivité va travailler sur les années à venir. Et quand il y aura, à travers l'OPA, la définition d'un îlot insalubre ou d'un bâtiment pertinent, soit à réhabiliter, soit à rénover, démolition, reconstruction, il y aura cette réflexion de dire on a envie que les opérateurs ils travaillent sur ce macro-lot-là. Après, voilà, le nombre de logements, c'est pas encore... Bien, merci. Vous pouvez éteindre le micro si vous n'avez plus d'intervention. D'autres interventions? Madame Passion. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors tout d'abord, j'ai bien entendu et suivi naturellement les travaux du SCOT et un petit peu du PLU de Clermont-Lérault. Et ma première réflexion que je souhaite partager avec vous, c'est la toute-puissance des services de l'État en matière d'aménagement du territoire. Là, ça a atteint véritablement des paroxysmes, notamment par différents retours et tout ça avec les services de l'État qui sont revenus en arrière, qui ont voulu nous imposer et qui veulent nous imposer tout le temps. C'est cette vision d'aménagement. C'est toujours, pour ma part, comment dire, en direction des grandes agglomérations de Montpellier et tout ça, au détriment de nos territoires ruraux. Nous qui sommes ici parce que nous avons décidé pour la plupart d'y vivre pour un certain bien-être, etc. Nous sommes complètement attaqués là-dessus par les services de l'État. Et bon, a priori, voilà, on rentre dans ce moule-là, et donc je voulais partager avec vous ça, parce qu'effectivement, voilà, c'est vraiment désolant, et la manière dont s'effectue le SCOT, puisque c'est celui qui ensuite oriente le plus, voilà, voilà. Donc c'est vraiment la première des choses, et dire que nous, les territoires ruraux, par rapport à cet aménagement, on est complètement oubliés par les services de l'État, et que donc, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment on peut réagir à ça? C'est la première réflexion. Ensuite, j'ai 2 ou 3 choses à partager avec vous, que j'ai déjà partagées, mais que peut-être ça ne fera pas de débat, hein, mais qu'il est important que je souligne ce soir, puisque c'est l'occasion, par rapport aux zones d'activité économique.
Nous savons que Clermont-Lérault est une ville qui a un passé commercial. On sait que c'est sa force. C'est ce qui permet à 40 km ou 50 km à la ronde aux personnes de venir chez nous. Et que donc, il est important que l'on continue pour moi, dans cette idée-là. Or, ce n'est pas tout à fait le choix que vous avez fait. Je n'ai pas tout à fait compris, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le choix. Nous savons que nous avons une zone de la Salamane qui est remplie. Nous savons que les zones d'activité économique, si nous voulons avoir des personnes en plus, ben, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises innovantes qui puissent s'installer et que l'on puisse effectivement leur donner du foncier qui corresponde à leurs ambitions. Donc voilà, je m'interroge effectivement là-dessus. Je continue et puis puis on débattra ensuite si vous voulez. Par rapport au Salagou, j'ai cru comprendre à l'issue de la dernière réunion que nous avons eue avec les services de l'État, j'avais cru comprendre que vous ne changiez pas, enfin qu'il n'y avait aucune modification du plus sur les zones donc, de la base et les zones de Wintrat 4 que vous avez tout à l'heure évoquées. Après, je n'ai pas tout à fait saisi si effectivement c'était modifié, si ça allait changer de dénomination ou non. Non. Donc voilà. Vous le savez, mon positionnement par rapport à ça, c'est que nous avons un joyau, nous avons le lac du Salagou, que la base de pleine nature notamment, elle a été faite bien avant le classement, et qu'il y a toujours eu des activités touristiques, que tout ce tourisme, ça prend de l'ampleur et que nous devons être libres, la commune et l'intercommunalité, pour pouvoir effectivement y aménager touristiquement des choses qui puissent nous amener et de l'emploi et des visiteurs sur cet espace-là. Et alors que, bon, voilà, peut-être ça va se faire, il faut qu'on montre le projet, il faut que ci, il faut que là, enfin bref, c'est toujours avec les services de l'État quelque chose qui est compliqué. Il y a des communes autour du lac du Salagou qui ont réussi à avancer sur leur PLU et à modifier le PLU, la commune d'Octon et la commune de Selles, pour lesquelles effectivement sur le relais nautique et à Selles aussi, il n'y avait pas de zone d'activité touristique qui était dénommée. Ça a pu se faire et ça s'est fait, donc voilà, c'est dommage, je déplore qu'on ne sait pas. Les services de l'État peuvent effectivement changer, puis d'autres personnes qui arrivent, et du coup, ben, voilà, on se retrouverait dans des difficultés qui peut-être seraient compliquées pour pouvoir continuer à aménager cette zone-là. Et puis, un dernier point, si vous permettez, puisque la cavalerie a fait beaucoup de... Vous avez beaucoup parlé de la cavalerie. Vous avez dit que votre priorité, c'était le centre-ville, vous le répétez, etc. Effectivement, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se dessinent dans le centre-ville, mais le pendant que vous offrez, pour ma part, sur la cavalerie, c'est quelque chose qui véritablement ne me convient pas. Pour moi, Clermont-Lérault, quand on arrive à Clermont-Lérault, quand il n'y avait pas l'autoroute et qu'on ne passait que par les départementales, Clermont-Lérault était niché derrière cette départementale. On savait, il fallait qu'on y rentre ou qu'on n'y rentre pas, mais en tout cas, c'était un village ou une ville qui était à l'intérieur de quelque chose, dans un environnement particulier, etc., etc. C'est ce qui faisait sa beauté, c'est ce qui faisait son intérêt. Pour moi, regrouper autant de logements à cet endroit-là, voilà, c'est une opinion personnelle, donc vous en avez fait une autre, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas, qui va faire, pour ma part, je le sens comme ça, une autre ville dortoir, puisque c'est mine de rien, c'est une petite ville, puisque c'est 1200 habitants, je crois, supplémentaires. Donc, et à cet endroit-là, en plus, voilà, c'est quelque chose véritablement que j'ai du mal à accepter, que je ne vois pas, en tout cas, visuellement. Autant j'imagine tout le reste, vous avez parlé au niveau environnemental des puèges de Gorjan et tout ça, et sur l'autoroute aussi, cette vision que nous avons quand nous traversons. On sait qu'on arrive à Clermont-Lérault et on sait que c'est beau, ces paysages. Et donc voilà, je trouve que la population qui va aller habiter sur ce quartier de la Cavalerie, ça va être un Clermont bis ou un Clermont 2, pour ma part. Donc on ne va pas discuter, vous avez votre opinion, voilà, j'ai la mienne, mais si vous permettez que je la partage avec tout le monde.
Merci, Madame Passieux. C'est un débat intéressant, passionnant. Je ne vois fondamentalement aucun point de désaccord avec ce que vous venez de dire. Simplement, tout dépend de quel point de vue on se place. Premier point, l'État. L'État, c'est vous, c'est moi. La loi SRU, la loi climat et résilience, ce sont des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale par les parlementaires. Elles s'imposent à nous. C'est l'État, oui, mais c'est les parlementaires, ce sont les députés et les sénateurs qui votent les lois. Bon. Je vous signale que nous sommes en présence d'un schéma régional d'aménagement du territoire qui s'appelle le SRADET et qui est porté non pas par l'État, mais par la région, et qui est en concordance totale avec les exigences de l'État. Voulons-nous continuer à déflorer, à manger la nature, sans être sûr qu'il y ait des ressources en eau, sans être sûr qu'il y ait les moyens de faire vivre correctement des habitants dans ces zones reculées? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Alors, comme je connais bien le fonctionnement de l'État, puisque j'y ai vécu à tous les échelons, départementaux, régionaux et nationaux, c'est toujours pareil. L'État a toujours tort. Bon, sauf qu'il y a deux catégories de fonctionnaires. Il y a ceux qui sont dans l'accompagnement, dans la compréhension, qui essaient d'avancer en complémentarité avec les élus, et puis il y a ceux qui sont un peu bourrins, passez-moi l'expression. Le monde est ainsi fait, et nul n'y échappe, quelles que soient les catégories sociales considérées. Donc ça, c'est le premier point. En ce qui concerne l'économie, je m'inscris plus qu'en faux avec ce que vous avez dit. Nous avons travaillé d'arrache-pied au niveau du pays du Cœur d'Hérault, où je siège, dans 2 comités syndicaux successifs pour imposer, je dis bien pour imposer, et c'est retenu dans le SCOT, une zone de 15 hectares à finalité économique pour pouvoir y implanter plus tard des entreprises du secteur industriel, pas du commerce de proximité, et cela figure désormais expressément dans le SCOT à titre conservatoire. Ce n'est pas dans le PLU, mais c'est dans le SCOT. Pourquoi nous l'avons fait? Parce qu'il nous semble, et de ce point de vue, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes d'accord, il est évident que si on n'est pas en mesure de réserver pour les années qui viennent des zones où on pourra accueillir des entreprises, d'où qu'elles viennent, de l'étranger, ou des entreprises qui se trouvent actuellement dans des métropoles complètement embolisées, alors là, pour le coup, embolisées, qui veulent venir dans nos territoires parce qu'il y a du bon air, parce qu'il y a une belle nature, et parce qu'on y trouve des conditions de vie de bonne qualité, eh bien, ça n'irait pas. Donc, j'insiste pour vous dire que dans le SCOT, tel qu'il est arrêté, figure une zone de 15 hectares pour accueillir des entreprises qui s'ajoutent à 1,5 hectare, ça fait des mètres carrés tout ça quand même, hein, à 1,5 hectare d'ores et déjà situé vers l'étang-de-Basse. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, vous parlez du Salagou. Nous nous battons comme des coquins avec les services de l'État, et là, tous les copains qui m'accompagnent, et copines aussi, pourront témoigner. Nous nous battons, nous nous sommes battus avec les services de l'État, avec l'accompagnement du sous-préfet, pour obtenir la possibilité de ce qui normalement ne s'obtient pas, c'est-à-dire dans le cadre d'un réaménagement de la base de plein air, la possibilité d'y adjoindre un hébergement
collectif. C'est interdit. Et ce n'est pas la peine de faire référence aux collègues éminents d'Octon et de Sauplus parce qu'il n'y avait pas de problème d'hébergement collectif à cet endroit. Donc il ne faut pas mélanger des torchons et des serviettes. Nous travaillons activement là-dessus et nous avons poussé les services de l'État, de la DDTM, à aller exhumer un article 100, je ne sais pas combien, L122-14, à partir duquel on pourra, sur la base d'un projet qui commence à se faire attendre, entre parenthèses, sur la base d'un projet, de pouvoir présenter le dossier à la commission compétente, la CDPNAF, c'est comme ça que ça s'appelle, qui émet un avis qui sont suivis à 98% par les préfets, de telle sorte que l'on puisse avoir, à la base de plein air du Salagou, la possibilité d'avoir un hébergement collectif. Nous poussons depuis le début dans ce sens. Depuis le début. Et si nous ne poussions pas comme ça, on n'en serait pas là. Voilà. Le Salagou, pour moi, c'est un lieu sanctuarisé. C'est l'amour de ma vie au niveau géographique, le Salagou. Alors vous pensez bien qu'on ne va pas se montrer réticent, on ne va pas freiner un secteur qui doit se développer de manière régulière, harmonieuse, dans le respect de la nature, bien entendu. Dans le respect de la nature. En ce qui concerne la cavalerie, on en a parlé 50 fois. La cavalerie, qui est un projet à 10-12 ans, demain sera située en centre-ville de Clermont, et par le truchement des liaisons douces, ce sera le lieu où l'on pourra aller se promener, déambuler, y compris si on n'y habite pas. Parce que ce sera un lieu de promenade, de déambulation, dans un parc habité. J'insiste bien sur le fait que ce sera un parc habité, avec des arbres, avec des essences rares, etc. Et si nous faisons ça, c'est pas parce que nous voulons mettre de l'urbanisme partout, c'est tout le contraire. Nous voulons ce lieu pour accueillir à Clermont une population qui aujourd'hui n'y réside pas, qui y travaille ou qui n'y travaille pas, qui pourra venir s'installer ici et injecter à la périphérie immédiate du cœur de ville du pouvoir d'achat pour faire travailler le cœur de ville, pour faire travailler le centre ancien et pour faire travailler les commerces. Alors si on m'explique que ce n'est pas une bonne politique, franchement, il faudra détailler l'argumentation. J'ai terminé. Monsieur le maire, je vous remercie de vos réponses. Nous avons, vous et moi, ou et nous, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont de mon avis, deux visions complètes, différentes du développement de Clermont-Lérault. Voilà, c'est tout. Vous êtes... Madame Passy, dites-moi, comment voyez-vous le développement de Clermont-Lérault ? C'est quoi votre projet de développement de Clermont-Lérault ? Écoutez, si vous me posez cette question, ça risque d'être compliqué. Ça fait déjà 1 an et demi que vous êtes sur le PLU et que vous y travaillez, vous tous, ce qui est logique, hein, puisque c'est votre PLU. Mais moi, je ne vais pas en 5 minutes développer ma vision. En tout cas, ça ne serait pas sur la cavalerie. Ça, c'est sûr. Ben écoutez, je travaillerai peut-être sur une déviation. Voilà, sur une déviation qui permettrait peut-être entre venant de Bédarieux sur Clermont-Lérault, de manière à Non mais écoutez, alors il n'est pas question que je dise des choses et que ce soit l'objet d'un débat, parce que c'est pas ça le débat ce soir. Non, c'est pas ça. Bon, mais par exemple, ça serait ça. Ensuite, il était important pour moi de travailler sur un lien réel entre le rond-point, la sortie de l'autoroute et le rond-point de l'Europe,
Pour l'instant, c'est en sens unique, il y a des choses qui se passent. On pourrait travailler ça pour désengorger l'intérieur de la sortie de l'autoroute. Au niveau, je ne l'ai pas vu, hein, mais bon, voilà, ça, je ne l'ai pas vu, d'accord. Et déjà, de manière à faire en sorte que sur un précédent mandat, il y a eu quelque chose d'extraordinaire de fait, même si ça ne correspond pas peut-être à tout le monde. Il y a eu cette voie de Fontainebleau qui a permis de faire le tour de Clermont-Lérault. Avoir enfin la possibilité de pouvoir faire le tour de Clermont-Lérault, c'était quelque chose qui a permis de désengorger pas mal de monde, puisqu'il y a énormément de monde qui y passe. C'est vrai qu'elle est peut-être pas super, c'est une rue, c'est pas une route, voilà, c'était peut-être pas à la dimension de ce que ça pourrait être, voilà. Mais je veux pas discuter là-dessus. Mais on a fait ce tour de ville, et maintenant pour moi, il était important effectivement de faire un autre tour de ville. Positionner la cavalerie à l'endroit où vous l'avez mise, pas à l'endroit où vous l'avez mise, mais de la manière dont vous le faites par rapport à 1200 personnes que vous allez y accueillir là, pour moi, je ne vais pas employer des termes parce que je ne suis pas Madame Irma et que je ne peux pas prévoir l'avenir, hein, mais pour moi, il y a des enjeux, vous avez parlé d'enjeux environnementaux, vous avez parlé des enjeux qui étaient de paysage, etc. Mais la cohésion, au niveau de la cohésion, vous nous dites, oui, effectivement, il va y avoir la voie ferrée. Non, mais voilà, moi je m'excuse, mais je ne le vois pas comme ça. Bon, chacun sa vision, mais ça aurait mérité effectivement peut-être un autre débat entre vous et nous, hein, c'est un fait, hein, mais je n'ai pas la même vision du développement de Clermont-Lérault que vous. Du débat, Madame Passieux, d'abord c'est intéressant d'en discuter, vous avez raison d'avoir vos options, hein, pas la science infuse, mais n'exagérez pas quand vous dites 1500 personnes, on n'en est pas là quand même, la cavalerie. Bon, deuxièmement, oui, mais qu'est-ce que vous allez répondre à mon affirmation? L'affirmation suivante, 2 points, ouvrez les guillemets. Et si nous n'avions pas engagé la cavalerie sous la forme d'une ZAC aménagée et contrôlée, les promoteurs se seraient jetés sur cette zone et nous serions, dans quelques années, confrontés à une urbanisation anarchique. Voilà, Madame Passieux, la réalité. Bon, donc, on met l'opération sous contrôle, je regrette. Vous savez, c'était pas obligé de la mettre en zone à urbaniser, hein. La vigne qui est dessus est magnifique. Quand on y arrive par l'étane basse, elle est magnifique. Et c'est vrai que ça donne une identité. C'est une zone à urbaniser. On ne l'a pas mis. C'est une zone à urbaniser. Ben, vous auriez pu l'enlever. Voilà. Vous auriez pu l'enlever. Monsieur Rugani. Vous avez dit qu'on en avait parlé 50 fois, je vais me permettre d'en parler une 51e fois. Donc 2 remarques, une sur la cavalerie. À l'époque, j'étais favorable. Quand on avait eu les premiers débats, j'étais favorable au développement sur la cavalerie. Mais effectivement, on n'avait pas les fameuses règles qui nous ont été imposées, on en a parlé, sur ces fameux, ces limites. Aujourd'hui, c'est vrai que le projet que vous présentez à la cavalerie, avec ces nouvelles règles, finalement nous enlève des marges de manœuvre ailleurs. Et c'est vrai, cette densification imposée par l'État que vous nous présentez, moi aujourd'hui, si j'avais eu ces règles-là à l'époque, le débat n'aurait pas été le même. Et c'est vrai que le projet en l'état sur la cavalerie, pour moi, il devrait être modifié par rapport à ces nouvelles règles. Donc on a de nouvelles règles, mais vous, sur le projet de la cavalerie, vous semblez rester identique. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Non mais... c'est déjà signé, qu'est-ce que je vous dis? Je vous explique juste que le débat est faussé et qu'aujourd'hui, j'ai des inquiétudes sur la cavalerie que je n'avais pas avant. Voilà, c'était juste une remarque. Mais alors, monsieur Rugani... Et ma deuxième remarque. Et après, je vous laisserai... Mais vous voulez que je réponde à la première? Alors, comme je vous laisse maître de la séance. Hein. La cavalerie, je répète que si nous n'avions pas mis en place un programme coordonné et concerté d'aménagement, ce serait livré en pâture à des promoteurs immobiliers qui feraient n'importe quoi. Ils feraient n'importe quoi. Mais je ne suis pas spécialiste. Il y avait eu des déclassements effectués dans le beau graphique que vous nous avez montré tout à l'heure, et les A urbanisés auraient pu passer. Bon, moi j'ai fait ma remarque, on en a parlé une 51e fois, j'ai donné mon avis, je respecte votre choix. C'est voilà. Exactement ou presque le même nombre que le nombre d'États des États-Unis.
C'est 50, 51. C'est une belle comparaison. Amoureux du salagou et comparateur des États-Unis. Voilà. Je découvre vos... Ma seconde remarque, c'était, j'ai pas pu m'empêcher, on en a parlé très furtivement, mais moi, cette nouvelle emprise foncière pour un crématorium, j'arrive pas à le digérer. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles je m'interroge énormément sur votre choix de faire un crématorium qui est sorti du chapeau. Et finalement, maintenant on découvre l'emprise. Vous dites que c'est porté par la commune. Non, moi je crois que ça va surtout être porté par... C'était la phrase, hein, c'est porté par la commune. Enfin, je ne sais pas qui l'a dit, mais en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté. Une emprise financière pour un crématorium porté par la commune. Moi je pense qu'on aurait pu laisser ce projet à d'autres. Et nous, on a bien d'autres priorités. Donc cette emprise foncière, puisque c'est le débat, cette nouvelle emprise foncière pour ce nouveau projet, m'interroge déjà à 90%. Et son utilité, sans doute, utile, mais on aurait pu le laisser aux autres. On a d'autres priorités. Et je m'interroge, voilà. Donc, merci pour ces deux remarques. Mais merci. Donc sur le crématorium, on a discuté, c'est un projet de service public. On est là pour rendre service à la population. On n'est pas là que pour se servir et d'arranger. On est là pour rendre un service à la population. Ce projet du crématorium, c'est exactement cela. On ne va pas revenir dessus. Il n'y a pas de crématorium entre Rodez, Montpellier, Béziers et Sète. Voilà. Donc, on l'avait montré. Je ne sais pas si vous y étiez ou pas, mais bon, il y a eu une présentation. Voilà, ici. Il y a une remarque à faire, c'est... Ah non, j'étais là ou pas, c'est je sais pas. parce que j'étais absent pour les 2 premières voilà, conseils. il y a eu une présentation ici. Je sais bien, mais la présentation, vous savez, monsieur le premier Non, adjoint, je finis. Merci. ne parlez pas de l'utilité. Moi, je vous parle finis. de la déontologie et des questions que je me posais sur ce crématorium. Merci. Ne détournez pas. Voilà. Attention de ne pas détourner vos prises de parole. La déontologie, s'il vous plaît. Ensuite, ce crématorium, c'est une délégation de service public avec une commission qui va trancher sur la délégation de service public. OK ? Sur le lieu, on a cherché, et le lieu le mieux positionné, qui nous semblait, c'était celui-là. Voilà. 6000 mètres carrés. Voilà, c'est tout. Et ça ne dérange personne autour de... voilà. En particulier, oui. Non, même là où vous êtes... Non, juste la dernière phrase, ça ne dérange personne. On représente les citoyens. Ça ne dérange, je parle de personne, des personnes qui sont autour. On les a interrogées. Ah, voilà. d'accord. Merci. Bien. Merci. D'ailleurs, Madame Blau-Poncet brûle du désir d'intervenir et nous lui donnons la parole. Merci. Non, mais puisque c'est par rapport à monsieur le premier adjoint, donc vous disiez, vous avez choisi donc le lieu, on pourrait savoir où, parce que j'ai pas vu au niveau de la carte, j'ai peut-être mal vu. Et 2, c'est bien quand même le préfet ou le sous-préfet qui doit encore statuer sur le fait de si oui ou non, sur Clermont-Lérault, ça sera installé. Ouais. Ok. Donc, mais avant que le préfet oui. décide, puisque c'est lui qui va décider in fine, il faut que le projet soit monté. D'accord ? Ça marche comme ça. C'est pas lui qui dit au début, c'est lui qui dit à la fin. Donc, le lieu, il est positionné sur la route de Brignac, à l'entrée du chemin des Tannes, sur lequel on va travailler pour l'élargissement. C'est prévu. Et voilà. Donc, est-ce que tu vois à peu près où... Voilà. À droite, quand on descend sur la route de Brignac, à droite, en face Pagès, sur une vigne qui est à Madame Salas. Voilà. Bien. Et, des établissements scolaires et tout ça, c'est dans cette zone-là. C'est du même côté que les établissements scolaires qui sont bien plus hauts. Voilà. Qui n'ont pas de sortie sur le... oui, sur la route, là, il va falloir travailler le rond-point. Il va falloir travailler un carrefour. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'est-ce que je fais, Jean-Marie ? Tu mets aux voix. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Les autres. Les autres. Voilà, bien. Écoutez, je vous remercie et franchement, je félicite et je remercie l'opposition d'être dans le débat. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout
Il faut débattre, il faut discuter. Moi, je ne souhaite pas qu'un conseil municipal soit une chambre d'enregistrement. Il y a suffisamment d'instances où on attend que ça finisse parce qu'on s'y embête royalement pour qu'on ne reproduise pas ça dans nos conseils municipaux.